renforcer les postes de policiers et de gendarmerie et de gendarmes. D'autre part, qu'on a réformé le renseignement que Sarkozy a mis à bas. Et troisièmement, qualitativement, c'est important que nous défendons une conception républicaine de la sécurité fondée sur le droit et l'état de droit. Je pense que ça nous donne un discours politique qui nous met en situation d'affronter les échéances la tête haute. Merci. Donc ça, par contre, c'est un vaste sujet. C'est vrai qu'à lui seul, il aurait mérité un débat. Je pense qu'avant de parler de sécurité, il faut parler de terrorisme. Alors, incontestablement, le terrorisme est de façon ponctuelle, mais de façon forte, lié au déploiement de l'État islamique en Syrie. Mais avant la Syrie, il y avait eu Boko Haram au Mali. Cela signifie qu'il y a une idéologie vagabonde qui met effectivement le djihadisme, l'islam radical au centre de cette idéologie qui devient finalement une idéologie combattante parce qu'il faut gagner du terrain. Alors pour les uns, ça sera vraiment atteindre les limites d'un certain califat, et pour les autres, carrément, de prendre un continent, parce que le Sahel en Afrique, il était bel et bien engagé dans quelque chose probablement d'irréversible. Là aussi, et tout à l'heure, je voudrais, si vous voulez, bon, je ferai cette parenthèse à la fin. Là aussi, sachons analyser ce qu'a fait notre gouvernement et ce qu'a fait François Hollande dans cette situation inédite et dans ce quinquennat qui ne devait pas démarrer sous les auspices du terrorisme. Eh bien, écoutez, la réaction quinquennatielle au Mali était la bonne. Si Boko Haram n'avait pas été arrêté au Mali, c'est tout un État qui est devenu le siège de cette idéologie et de cette secte Boko Haram. Et ça veut dire au cœur du continent africain, c'était l'ensemble du continent africain au travers du Sahel où vraiment ils peuvent s'installer de façon assez confortable et définitive. Donc nous avons eu raison. Imaginons ce qu'il en serait si nous n'étions pas intervenus, nous, la France au Mali, à l'appel du gouvernement. Et alors là, n'épiloguons pas sur l'Europe, absente, les différents États d'Europe, ensemble ou individuellement, absents pendant des mois, arrivant progressivement avec de petits moyens. La France s'est comportée comme si elle était l'armée européenne. Salut la France, mais sachant le dire. Alors en Syrie, c'était une même branche, vous savez, parce qu'elles se rejoignent. Hein? En Syrie, c'était une même branche, et nous l'avons laissé prospérer à un certain moment, sans voir exactement ce qui se passait. Tout est complexe, hein? Tous les intérêts sont imbriqués, tous les adversaires d'hier sont les amis d'aujourd'hui. Rien n'est clair dans ce Moyen-Orient compliqué, et notamment dans cette affaire de Syrie. Mais alors là, ce qui est certain, c'est que sur un territoire, lui, bien identifié, c'est pas le Sahel, c'est pas l'Afrique, c'est un territoire bien identifié. Si, attends, quand la France voulait intervenir aux côtés des États-Unis, qui nous ont lâchés en une nuit au dernier moment, c'était le moment d'arrêter le processus. Obama porte une très lourde responsabilité. Et les Anglais se sont trouvés dans la même difficulté que la France, obligés de faire voter la Chambre des communes sur on y va pas. Ça a été la débandade européenne. Et aujourd'hui, c'est la honte de l'Europe. Parce que les conséquences, ce sont tous les réfugiés, et c'est le terrorisme, et nous en venons à cela. J'ai envie de vous dire que vraiment anéantir Daesh en Syrie pour les plus grandes puissances du monde qui sont soi-disant engagées dans une même coalition
avec deux pôles d'intérêts différents et divergents. Les Russes jouent leur jeu, qui n'est pas celui des Français, des Anglais et des Américains. Nous ne soutenons pas Bachar al-Assad. Nous combattons Daesh, c'est notre priorité. Pour les Russes, la priorité, c'est de maintenir Bachar el-Assad. À partir du moment où dans un conflit comme ça, on n'a pas les mêmes priorités, et qu'un troisième partenaire qui est la Turquie en a une troisième priorité, il faut anéantir ceux qui se battent sur le terrain et qui conduisent ce conflit au sol que personne ne veut mener, les Kurdes. Comment voulez-vous que nous arrivions au terme de ce conflit qui aurait dû être réglé en 2 temps, 3 mouvements, et il ne le sera pas. Et tant qu'il ne sera pas éradiqué, eh bien cette idéologie avec la puissance financière qui est la sienne, parce que Daesh a fait la razzia sur toutes les zones, sur les puits de pétrole, sur tous les objets d'art qui sont vendus dans le monde entier. Daesh détient actuellement dans les banques, souvent européennes, 50 milliards de dollars. Le pétrole, oh, si vous faites autant de bruit, on va pouvoir continuer, on s'arrête tous. Le pétrole rapportait à un certain moment 3 millions de dollars par jour. Il y avait 2 chiffres. 3 millions de dollars par jour à Daesh. Il faut commencer par siphonner ces ressources de Daesh. Mais tout le monde est complice. Tous les pays autour achètent. La Turquie continue à acheter. Bachar el-Assad achète son pétrole. À partir de là, cette délivrance de l'ensemble de la communauté internationale fait que cette puissance qui ne devrait pas en être une dure. Même si, quand même, les moyens sont légèrement asséchés maintenant. Alors, le terrorisme chez nous, à un certain moment, il était financé de là-bas. Et je vous donnerai un exemple précis, local. Le terrorisme était financé à partir de la Syrie. Maintenant, chaque jour, un peu moins. Ils ont moins de moyens et ils trouvent d'autres, je dirais, acteurs sur le terrain. C'est-à-dire qu'avant, ils envoyaient réellement des djihadistes et les attentats étaient gérés depuis là-bas. Maintenant, ils récupèrent tous ceux qui sont susceptibles de faire un coup. Ils n'ont même plus à les payer. Ils valident, ils authentifient au nom de leur idéologie une démarche qu'ils n'avaient peut-être pas gérée. Alors, en ce qui nous concerne, aujourd'hui, en France, le problème reste majeur. Alors là, par contre, au niveau de la commission de la défense, il y a des moments où ça donne le vertige. Ça, je peux vous dire que l'information n'est pas donnée. Est-ce que c'est mieux ou est-ce que ça n'est pas mieux? Je ne sais rien. Mais oui, les attentats, il en est déjoué la permanence, souvent par hasard. Souvent par hasard. Incontestablement, il y en aura d'autres. La menace existe encore. Nous avons 20 000 fichiers S. Ce ne sont pas tous des fichiers S pour cause de terrorisme. Il y en a 12 000 de dangereux. Il y en a une grosse centaine de très dangereux. Alors l'état d'urgence, qui effectivement, à un certain moment, s'intègre à l'état de droit et ne doit surtout pas se substituer à l'état de droit, c'est l'avoir des mesures administratives, perquisitions et autres, qui peuvent s'accomplir dans une phase exceptionnelle, alors qu'elles ne le peuvent pas dans une phase ordinaire. Et cela signifie qu'on met côte à côte ou en concurrence le juge qui traditionnellement a droit de regard sur tout cela et la puissance administrative soumise toujours à l'autorité du juge, qui quand même a le droit, maintenant et dans cette période-là, de mener des actions qui effectivement sont de nature exceptionnelle. Mais la France reste un état de droit. Et nous n'irons pas au-delà de ce qui est autorisé dans cet état de droit par les institutions internationales, la Cour européenne des droits de l'homme, l'article 15,
Ce qui, vraiment, si vous voulez, fait toute la différence entre la gauche et la droite. Ce qui fait la force de la gauche, de dire non, un individu qui est peut-être dangereux et menaçant, il sera surveillé, il ne sera pas emprisonné. Eh bien, toute la différence, elle est là. Et c'est pour cela que Jean a eu raison de dire, on ne recrée pas en France au Guantanamo, c'est-à-dire des centres de détention, mais il faut d'une façon extraordinairement vigilante surveiller ces gens. Je vous donne un exemple. Curieusement, dans ce département, il y a quand même une trentaine de fichiers, plus. Alors qu'il n'y en a presque pas dans le geste, et il y en a une trentaine ici. Il y en a quelques-uns, très peu, qui font partie, il y en a au moins 2, de la centaine des très dangereux. Il y en a un, curieusement, avant l'attentat du Bataclan. Il est passé à Toulouse, il partait avec sa femme et son bébé, et au contrôle, ça a cliqué. Mais voilà, il n'y avait pas d'état d'urgence. Il a fallu le laisser passer. Les autorités l'ont laissé passer, et elles ont averti la Turquie qu'il arrivait. La Turquie, il y avait, si vous voulez, moins de principes immédiats qu'en France. Il l'arrête et il le renvoie 3 jours après. Entre-temps, il y avait eu le drame du Bataclan et la mise en place de l'état d'urgence. On le récupère en France. Il a été immédiatement, bien sûr, mis en détention provisoire. Il est en résidence surveillée. Il a tout de suite fait appel de sa situation auprès du Conseil d'État, des tribunaux divers, qui ont confirmé sa mise vraiment sous surveillance et vigilance extrême. Le type, il partait en Turquie. Il avait sur lui 130 000 €. On lui a demandé qu'est-ce que vous alliez faire? Ouvrir un orphelinat en Turquie. On n'aurait pas eu l'état d'urgence, on ne le récupérait pas et on ne l'arrêtait pas. C'est un cas, c'est un exemple. Alors écoutez, la France est un état de droit, ça ne doit pas durer, mais en même temps, vous avez compris que la source du mal, elle est ailleurs. Et c'est cette idéologie qu'il faut combattre. Une chose, alors une idéologie, ça se combat comment? Dans la durée, dans la profondeur. Mais en même temps, il faut anéantir cette force qui produit cette idéologie, là où elle est, c'est-à-dire en Syrie, au Sahel, en Libye. Est-ce que nous sommes dépassés par le problème? Peut-être. C'est ce qui fait dire qu'effectivement, c'est un problème qui sera extraordinairement difficile à résoudre maintenant, parce qu'il a été très mal géré au départ, et fort probablement qu'on aurait circonscrit la situation différemment si on avait eu en Syrie le courage de faire ce que la France a fait au Mali. Soyons fiers de ce que la France a fait.